Ma femme m'a trouvé après 2 ans et m'a choqué avec la nouvelle. J'ai sorti une enveloppe épaisse et elle. J'ai trouvé ma femme dans son bureau avec la main d'un client sur son genou. Ce n'était que le début. Ce que j'ai découvert ensuite m'a poussé à engager un détective privé, à vider nos comptes et à disparaître à 4 heures du matin, ne laissant derrière moi qu'une alliance. 2 ans plus tard, elle a frappé à ma porte, enceinte. Mais j'avais une enveloppe qui l'attendait. Je m'appelle Tchesolis. J'ai 42 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir un mariage solide. Je travaille comme pharmacien au centre médical Riverside à Portland, en Oregon. C'est un travail stable, un salaire décent, rien de glamour, mais cela payait les factures et mettait de la nourriture sur la table pour ma famille. J'ai rencontré Adrien il y a 7 ans lors d'une collecte de fonds à l'hôpital. Elle était directrice des opérations à l'hôtel Grandview. Confiante, intelligente, belle. Elle avait un fils de 3 ans nommé Dylan, issu d'un mariage qui s'était mal terminé. Son ex était parti quand Dylan était bébé et n'était jamais revenu. Je m'en fichais. Dès que j'ai rencontré ce gamin, quelque chose s'est passé. En quelques mois, c'est moi qui lui apprenais à faire du vélo, qui l'aidais avec ses devoirs, qui le bordais le soir. Il est devenu mon fils à tous les égards importants. Adrien et moi nous sommes mariés 1 an plus tard. La vie était belle, du moins c'est ce que je pensais. Elle travaillait de longues heures à l'hôtel, des nuits tardives, des conférences le week-end, des dîners d'affaires. Je lui faisais entièrement confiance. C'était ma première erreur. La vérité m'a frappé un mardi soir de fin septembre. J'avais terminé mon service et j'ai décidé de surprendre Adrienne avec son café préféré. Elle avait mentionné une réunion tardive avec un fournisseur et je me suis dit que j'allais égayer sa soirée. Je me suis garé dans le parking du Grandview vers 19h30. Le bâtiment était calme, juste quelques clients dans le hall. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage où se trouvaient les bureaux. De la lumière filtrait sous une porte. J'allais frapper quand j'ai entendu son rire. Pas son rire professionnel, quelque chose de plus doux, de plus intime, puis la voix d'un homme, basse et familière. J'ai ouvert la porte sans réfléchir. Adrienne était perchée sur son bureau, la jupe relevée, penchée près d'un homme que j'ai reconnu. Michael Garrett, l'un des plus gros clients de l'hôtel. Sa main reposait sur son genou. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, les yeux dans les yeux. La tasse de café m'a glissé des mains et a heurté le sol. Le liquide sombre s'est répandu sur la moquette. Ils se sont tous les deux figés. Le visage d'Adrienne est devenu blanc, puis rouge. Elle a sauté du bureau, les mots se bousculant. Chase, ce n'est pas. Nous étions justes. Je n'ai pas attendu d'entendre le reste. Je me suis retourné et je suis parti, mon cœur martelant dans ma poitrine. Derrière moi, ses talons claquaient frénétiquement alors qu'elle m'appelait par mon nom. Je ne me suis pas arrêté. J'ai atteint l'ascenseur et je suis descendu en silence, mon esprit tourbillonnant, mais mon corps engourdi. Cette nuit-là, j'ai conduit pendant des heures. Je ne suis rentré qu'après minuit. Quand j'ai finalement franchi la porte, Adrienne attendait dans le salon, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle a commencé à parler immédiatement. Des explications, des excuses, des apologies. J'ai levé une main. Je ne veux pas entendre ça ce soir. Elle a cligné des yeux, confuse. Chase, s'il te plaît. Demain, ai-je dit doucement. Nous parlerons demain. Mais je savais déjà qu'il n'y avait plus rien à dire. Le mariage était terminé. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir à ma prochaine action. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail. Pour la première fois en 3 ans. Je me suis assis à la table de la cuisine, sirotant un café noir pendant qu'Adrien préparait Dylan pour l'école. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards, son visage tendu d'inquiétude, mais je ne lui prêtais aucune attention. Dylan est entré dans la cuisine en sautillant avec son sac à dos, complètement inconscient de la tension. « Bonjour Chase », a-t-il dit en souriant. « On peut s'entraîner à la batte après l'école ?» J'ai forcé un sourire. « Bien sûr, mon grand. On verra. » Adrien l'a conduit à l'école. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, j'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel était pour mon ami Evan. Nous étions amis depuis l'université et il travaillait comme conseiller financier en ville. «
Chase, quoi de neuf? Evan a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu gardes ça pour toi. Il y a eu une pause. Que se passe-t-il? Adrienne me trompe. Je la quitte, mais je dois faire ça correctement sur le plan financier. Evan a laissé échapper un long sifflement. Mec, je suis désolé. Oui, passe à mon bureau cet après-midi. On va trouver une solution. Le deuxième appel était plus difficile. J'ai composé le numéro que j'avais trouvé en ligne pour un détective privé à Beaverton. Une femme a répondu. Voix bourrue. Sans chichi. Redwood Investigation. Karen à l'appareil. J'ai besoin de faire suivre quelqu'un, ai-je dit. Ma femme. J'ai besoin de preuves d'infidélité. Karen n'a pas sourcillé. Depuis combien de temps avez-vous des soupçons? Depuis hier soir, quand je l'ai surprise avec un autre homme. Vous les avez vus ensemble? Oui, dans son bureau, mais j'ai besoin de plus que ça. Des photos, des documents, tout. Compris. Je peux commencer demain. Mon tarif est de 150 € de l'heure, plus les frais. Je n'ai pas hésité. Faites-le. Nous avons convenu d'un rendez-vous plus tard dans l'après-midi. Je lui ai donné les détails sur Adrienne, son horaire de travail, la description de sa voiture, ses itinéraires habituels. Quand Adrienne est rentrée 1 heure plus tard, j'étais assis au même endroit. Elle planait près de l'entrée comme si elle avait peur de s'approcher. Chase, nous devons parler, a-t-elle commencé. J'ai levé les yeux vers elle. Oui, nous devons le faire. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes fermement. Hier soir, ce n'était pas ce que ça avait l'air. J'ai presque ri. Vraiment? Parce que ça avait l'air que tu étais sur le point d'embrasser un client dans ton bureau. Son visage a rougi. Nous n'étions pas. C'était juste. Il était inapproprié et j'essayais de gérer ça professionnellement. Arrête. Ma voix était calme, froide. Ne m'insulte pas avec des mensonges, Adrien. J'ai vu ce que j'ai vu. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les larmes lui sont montées aux yeux. J'ai fait une erreur. C'était stupide, mais ça ne signifiait rien. Chase, je le jure. Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps ça dure? Elle a détourné le regard. Quelques mois, mais c'est fini maintenant. Je vais y mettre fin. Je te le promets. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés. Je sors. Nous parlerons plus tard. Où vas-tu? La panique perçait dans sa voix. Est-ce que ça a de l'importance? Je suis passé devant elle sans attendre de réponse. J'ai passé l'après-midi au bureau d'Evan à examiner nos finances, nos comptes joints, notre prêt immobilier, nos économies, tout. Evan m'a aidé à ouvrir un nouveau compte dans une autre banque et à mettre en place des virements automatiques. De petites sommes au début, rien qu'Adrienne ne remarquerait. D'ici la fin de la semaine, j'aurai assez d'argent de côté pour disparaître si nécessaire. Ce soir-là, j'ai rencontré Karen dans un café. Elle avait la cinquantaine, les cheveux gris attachés en arrière, des yeux perçants qui ne manquaient rien. Je lui ai remis des photos d'Adrien, son emploi du temps, tout. J'aurai quelque chose pour vous d'ici une semaine, a dit Karen. Peut-être plus tôt si elle n'est pas prudente. J'ai hoché la tête. Merci. Quand je suis rentré à la maison, Dylan dormait déjà. Adrien était dans le salon, à attendre. Elle avait l'air petite, vaincue. Chase, s'il te plaît. Pouvons-nous arranger ça? Je l'ai regardé un long moment. Je ne sais pas encore. Mais je savais. Je n'étais tout simplement pas prêt à le dire à voix haute. Dylan m'a posé la question. 3 jours plus tard, nous étions dans le jardin à nous lancer une balle de baseball, le soleil d'automne bas dans le ciel. Il avait été plus silencieux que d'habitude toute la semaine, et je sentais que quelque chose le rongeait. Chase, a-t-il dit, attrapant la balle et la gardant au lieu de la relancer. Est-ce que tout va bien entre toi et maman? Ma poitrine s'est serrée. C'était la conversation que je redoutais. Je me suis approché et je me suis assis sur les marches du porche arrière. Dylan m'a suivi, s'asseyant à côté de moi. Qu'est-ce qui te fait demander ça, mon grand?
Il a haussé les épaules, fixant ses baskets. Je ne sais pas. Vous ne parlez plus autant, et maman a l'air triste tout le temps. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, ai-je dit fermement, posant une main sur son épaule. Dylan, écoute-moi. Quoi qu'il se passe entre ta mère et moi, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu m'entends? Il a hoché la tête, mais n'avait pas l'air convaincu. J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, les adultes ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches quelque chose. Je t'aime. Tu es mon fils à tous les égards importants. Ça ne change pas. Dylan a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants. Promis. Je te le promets. Il m'a jeté ses bras autour du cou, et je l'ai serré fort, la gorge brûlante. Ce gamin méritait tellement mieux que ce qui allait arriver. Mais je ne pouvais pas le protéger de ça. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'assurer qu'il savait qu'il comptait. Cette nuit-là, après que Dylan se soit couché, je me suis assis à mon bureau et je lui ai écrit une lettre. Il m'a fallu 2 heures et 3 brouillons pour la rédiger correctement. J'ai expliqué que je partais, non pas à cause de lui, mais parce que sa mère et moi ne pouvions pas rester ensemble. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que quand il serait plus grand, s'il voulait me retrouver, je l'attendrais. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe. J'ai écrit pour Dylan. À ouvrir quand tu auras 18 ans sur le devant et je l'ai enfermé dans un coffre-fort ignifuge que je gardais dans le garage. Puis j'ai appelé mon avocate. Suzanne Patel dirigeait un petit cabinet de droit de la famille dans le centre de Portland. Evan l'avait recommandée, disant qu'elle était vive et discrète. Je l'ai rencontrée le lendemain après-midi. Suzanne avait la quarantaine, sans chichi, avec des cheveux grisonnants et des yeux bruns perçants. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais la situation. Alors, vous voulez un divorce propre, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Pas de bataille pour la garde puisque Dylan n'est pas biologiquement le vôtre. Vous voulez juste partir? Oui, mais il y a une autre chose. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé. Je veux créer un fonds en fiducie pour Dylan pour ses études universitaires. Je ne veux pas qu'Adrien y ait accès. Seulement Dylan quand il aura 18 ans. Suzanne a haussé un sourcil. C'est généreux, considérant. C'est un bon gamin. Rien de tout cela n'est de sa faute. Elle a hoché la tête lentement. Je peux rédiger ça. Il faudra environ une semaine pour tout finaliser. Combien mettez-vous? 50 000 € pour commencer. J'en ajouterai plus avec le temps si je peux. Suzanne a pris une note. Compris. Et vous êtes sûr de ça? Une fois que nous aurons déposé la demande, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. Au moment où j'ai quitté son bureau, les choses étaient en marche. Le mariage se terminait. Je n'avais plus qu'à attendre le rapport de Karen. Karen m'a appelé 6 jours plus tard. J'étais au travail, en train de compter des pilules dans une pharmacie, quand mon téléphone a vibré. J'ai ce qu'il vous faut, a-t-elle dit sans préambule. Pouvez-vous me rencontrer ce soir? Oui, même endroit. Même endroit. 20 h. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un café que je n'ai pas bu, et j'ai attendu. Karen est arrivée pile à l'heure, portant une enveloppe en papier craft assez épaisse pour vous étouffer. Elle l'a fait glisser sur la table. C'est pire que ce que vous pensiez, a-t-elle dit sans détour. J'ai ouvert l'enveloppe. La première photo montrait Adrienne dans un bar du centre-ville, penchée près de Michael Garrett. La suivante les montrait entrant ensemble à l'hôtel Grandview. Puis une autre deux sortant 2 heures plus tard, les cheveux d'Adrienne en désordre, son expression détendue. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait plus de photos, différents hommes, différents lieux. Un type que je ne reconnaissais pas dans un restaurant du Pearl District. Un autre homme, plus jeune, la rencontrant dans une salle de sport dont je n'avais jamais entendu parler. Les horodatage sur les photos montraient que cela durait depuis des mois. Elle a été bien occupée, a dit Karen. Son ton était clinique. 3 hommes différents que j'ai pu confirmer. Probablement plus que je n'ai pas attrapé. Je me suis senti glacé. Pas en colère, juste glacé. Depuis combien de temps ça dure? D'après ce que j'ai déterré, au moins 6 mois, peut-être plus.
J'ai fermé l'enveloppe et j'ai regardé Karen. Merci. Envoyez-moi votre facture finale. Elle a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vous avez l'air d'un type bien. Les types bien finissent dernier, ai-je dit en me levant. Quand je suis rentré à la maison, Adrienne était dans le salon à regarder la télévision. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Tu es en retard, a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée. J'avais des courses à faire. Elle a étudié mon visage, suspicieuse. Quel genre de course? Rien d'important. Je suis monté à l'étage avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit à fixer le plafond pendant qu'Adrien ronflait doucement à côté de moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photos. Pas seulement la trahison, mais le schéma, le calcul. Elle n'avait pas fait une erreur. Elle avait fait un choix. Encore et encore. Au matin, j'ai pris ma décision. Il était temps d'avancer. J'ai appelé Suzanne Patel dès que je suis arrivé au travail. J'ai les preuves, lui ai-je dit. Déposons la demande. J'aurai les papiers prêts d'ici la fin de la semaine, a dit Suzanne. Une fois que nous aurons déposé la demande, elle sera notifiée. Êtes-vous prêt pour ça? Oui, ai-je dit. Je suis prêt. Mais même en le disant, je savais que la partie la plus difficile n'était pas le divorce. C'était ce qui allait suivre, le dire à Dylan, abandonner le gamin que j'avais élevé comme le mien. C'est ça qui allait me hanter pour le reste de ma vie. Pourtant, je ne pouvais pas rester. Pas dans cette maison, pas dans ce mariage, pas dans cette ville. Je devais disparaître. Et bientôt. Les 2 semaines suivantes ont semblé se dérouler au ralenti. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je souriais à Dylan et j'évitais Adrien autant que possible. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais n'insistait pas. Peut-être pensait-elle que si elle se taisait, je finirais par lui pardonner. Elle avait tort. Pendant mes pauses déjeuner, je rencontrais Suzanne pour finaliser les papiers du divorce. Elle a tout rédigé. La répartition des biens, le fonds en fiducie pour Dylan, tout. Nous avions été intelligents avec nos finances dès le début. La maison était à nos 2 noms, mais c'est moi qui payais les mensualités du prêt. Notre compte d'épargne joint contenait environ 30 000 €. J'en avais déjà transféré la moitié sur mon nouveau compte. Une fois que nous aurons déposé la demande et qu'elle sera notifiée, vous devrez être parti, m'a dit Suzanne lors de notre dernière réunion. Si vous restez, elle rendra les choses compliquées. Croyez-moi. J'y travaille déjà, ai-je dit. Et c'était vrai. J'avais discrètement postulé à des postes de pharmacien dans d'autres États. Le Texas semblait prometteur. Bon salaire, coût de la vie plus bas, et assez loin de l'Oregon pour qu'Adrienne ne pense pas à y chercher. J'avais 3 entretiens prévus, tous des appels téléphoniques programmés pour la semaine suivante. À la maison, j'ai commencé à faire mes cartons. Rien d'évident, juste des choses qu'Adrienne ne remarquerait pas. De vieilles photos, des documents importants, quelques objets sentimentaux que mon père m'avait donnés avant de mourir. Je les ai emballés dans des boîtes et je les ai rangés dans le garage, cachés derrière du vieux matériel de camping. Dylan l'a remarqué, cependant. Les enfants remarquent toujours. Pourquoi mets-tu des choses dans des boîtes, a-t-il demandé un soir, debout dans l'embrasure de la porte du garage. Je fais juste du rangement, ai-je dit. Tu sais à quel point je peux être désordonné. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il s'est approché et m'a aidé à scotcher une boîte. Nous avons travaillé en silence pendant quelques minutes. Chase, a-t-il dit doucement. Oui, mon grand. Si tu pars, est-ce que je pourrai toujours t'appeler? Ma gorge s'est nouée. J'ai posé le ruban adhésif et je l'ai regardé. Dylan, si je pars, ce n'est pas pour toujours. Quand tu seras plus grand, quand tu pourras faire tes propres choix, tu pourras me trouver. Je te le promets. Mais je veux te parler maintenant, a-t-il dit, la voix brisée. Je l'ai pris dans mes bras. Je sais, mais parfois la vie ne se déroule pas comme on le voudrait. Il a pleuré dans ma chemise et je l'ai serré dans mes bras jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quand il s'est écarté, il a essuyé ses yeux et a hoché la tête. D'accord, a-t-il dit. J'attendrai.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Dylan, à la vie que j'étais sur le point d'abandonner. Mais j'ai aussi pensé aux photos que Karen m'avait données, aux mensonges, à la trahison. Adrienne avait fait ses choix. Maintenant, je faisais les miens. 3 jours plus tard, Suzanne a appelé. Les papiers sont prêts. Nous déposons la demande demain matin. L'huissier les remettra à Adrien à son bureau demain après-midi. Vous devez être parti d'ici là. Je le serai, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai chargé les dernières de mes boîtes dans mon camion. Adrienne travaillait tard. Un événement à l'hôtel. Dylan était chez un ami pour une soirée pyjama. C'était la fenêtre parfaite. J'ai traversé la maison une dernière fois, éteignant les lumières, verrouillant les portes. Je me suis arrêté dans la chambre de Dylan et j'ai regardé ses trophées de baseball, ses affiches, les dessins qu'il avait faits en cours d'art. J'ai laissé une enveloppe sur son oreiller, juste un mot lui disant que je l'aimais, et qu'il pouvait garder le gant de baseball que je lui avais acheté l'été dernier. Puis je suis monté dans mon camion et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. À 4 heures du matin, j'étais déjà à 200 miles au sud sur l'Interstate 5. Les routes étaient vides, juste le vrombissement de mon camion et le passage occasionnel d'un semi-remorque dans la direction opposée. Mon téléphone a vibré plusieurs fois, des textos d'Adrien me demandant où j'étais, mais je les ai ignorés. Vers midi, j'ai traversé la frontière californienne. Je me suis arrêté sur une aire de repos près de Reading et j'ai vérifié mon téléphone. 15 appels manqués d'Adrien, 10 textos, 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'ai appelé Evan. Chase, où diable es-tu? Il a répondu immédiatement. En route pour le Texas. Suzanne a déposé les papiers ce matin. Adrienne devrait avoir été notifiée maintenant. Evan a laissé échapper un long soupir. Mec, elle fait exploser ton téléphone. Elle m'a déjà appelé 2 fois. Elle perd la tête. Ce n'est plus mon problème. Et Dylan? J'ai dégluti difficilement. Je lui ai laissé un mot. Et le fonds en fiducie est mis en place. On s'occupera de lui. Evan est resté silencieux un moment. Tu fais ce qu'il faut, Chase. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais c'est le cas. Merci, mec. Où vas-tu au Texas? Austin. J'ai un entretien d'embauche prévu dans une pharmacie là-bas. Si ça ne marche pas, je trouverai autre chose. Bonne chance et Chase. Ne regarde pas en arrière. J'ai raccroché et j'ai repris la route. Au cours des 3 jours suivants, j'ai conduit d'une traite, ne m'arrêtant que pour l'essence et de courtes siestes sur les aires de repos. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Adrien, ses parents, même quelques-uns de ses amis, mais je n'ai pas répondu. J'ai changé de numéro dès que j'ai franchi la frontière de l'État. Quand je suis finalement arrivé à Austin, la ville m'a semblé être un monde différent. L'air était chaud et sec. Le ciel incroyablement bleu. J'ai pris une chambre dans un motel bon marché sur South Congress et j'ai dormi 12 heures d'affilée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un nouveau message de Suzanne. Adrienne a engagé un avocat. Elle conteste le divorce. Ça pourrait devenir compliqué. Je l'ai rappelé immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Suzanne était calme. Ça veut dire qu'elle va se battre. Elle essaiera probablement de prétendre que vous avez abandonné le mariage ou que vous lui devez une pension alimentaire. Mais nous avons les preuves de son infidélité. Elle n'a aucun argument solide. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela pourrait prendre quelques mois, peut-être plus si elle fait traîner les choses. Mais Chase, vous avez tout fait correctement. Vous avez tout documenté. Vous avez déplacé votre argent légalement. Elle ne peut pas vous toucher. Et Dylan, il n'est pas votre fils biologique, et vous ne l'avez jamais légalement adopté. Elle ne peut pas vous réclamer de pension alimentaire. Le fonds en fiducie est séparé. Elle ne peut pas y accéder. J'ai senti un poids se lever de ma poitrine. D'accord. Merci, Suzanne. Restez simplement là où vous êtes et laissez-moi gérer ça. Ne contactez pas Adrien. Ne répondez pas à ses messages. Laissez les avocats parler. J'ai raccroché et je me suis assis sur le bord du lit du motel, regardant par la fenêtre le soleil du Texas. Pour la première fois depuis des mois,
j'avais l'impression de pouvoir respirer. Adrien appartenait au passé. Dylan irait bien. Et moi, j'avais un nouveau départ qui m'attendait. Maintenant, il ne me restait plus qu'à le construire. Austin était tout ce que Portland n'était pas. L'air était chaud et sec. Les gens étaient amicaux sans être envahissants. Et la ville avait cette énergie qui vous faisait sentir que tout était possible. J'ai passé la première semaine à prendre mes marques, à trouver un appartement, à explorer les quartiers, à m'imprégner de l'endroit. Le poste en pharmacie que j'avais prévu est tombé à l'eau à la dernière minute. Des coupes budgétaires, ont-ils dit. Je n'étais pas trop inquiet. J'avais assez d'économies pour tenir quelques mois et le marché du travail d'Austin était solide. Mais en me promenant dans la ville, quelque chose a changé en moi. Je ne voulais pas retourner compter des pilules derrière un comptoir. Je voulais construire quelque chose qui soit à moi. Je me suis souvenu de mon grand-père. Il avait été pharmacien aussi, mais il possédait son propre établissement, une petite pharmacie indépendante à Eugène qui a servi la communauté pendant 40 ans. Il m'avait toujours dit que la propriété, c'était la liberté. À l'époque, je pensais qu'il était juste démodé. Maintenant, je comprenais. J'ai commencé à faire des recherches. Austin avait une population croissante et de nombreux quartiers mal desservis par les pharmacies indépendantes. Les grandes chaînes dominaient, mais il y avait de la place pour quelqu'un qui se souciait du service personnalisé. En 2 semaines, j'ai trouvé un petit local commercial dans le sud d'Austin, près de Zilker Park. Le loyer était raisonnable et l'emplacement parfait. Un quartier résidentiel, des familles, des personnes âgées qui apprécieraient un pharmacien qui connaissait leur nom. J'ai rencontré une responsable des prêts aux petites entreprises dans une coopérative de crédit locale. Elle était sceptique au début. J'étais nouveau en ville, je n'avais pas beaucoup d'antécédents de crédit au Texas. Mais quand je lui ai montré mon plan d'affaires, mon expérience et le capital que j'avais déjà économisé, elle a changé d'avis. « Vous avez fait vos devoirs », a-t-elle dit en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Je pense que nous pouvons faire en sorte que ça marche. » 3 mois plus tard, j'ai ouvert la pharmacie familiale Hollis. Ce n'était pas grand-chose au début, juste moi et un technicien à temps partiel, mais c'était à moi. Chaque ordonnance que je préparais, chaque client que j'aidais, j'avais l'impression de me reconstruire morceau par morceau. À cette époque, j'ai rencontré Nadia. Elle est entrée un après-midi pour demander des conseils sur les médicaments contre l'asthme de sa fille. Elle était chaleureuse, authentique, et avait ce rire facile qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des mois. Nous avons commencé à parler, et avant que je ne m'en rende compte, 1 heure s'était écoulée. « Vous vous souciez vraiment de ces choses, n'est-ce pas » a-t-elle dit en souriant. « Oui » ai-je répondu. « C'est le cas. » Elle est revenue 1 semaine plus tard, puis encore la semaine suivante. Finalement, j'ai eu le courage de l'inviter à prendre un café. Elle a dit oui. Nadia était infirmière au centre médical pour enfants d'elle. Elle avait 35 ans, une fille d'une relation précédente, et comprenait les exigences des soins de santé. Elle ne posait pas trop de questions sur mon passé, et j'ai apprécié cela. Quand je lui ai finalement parlé d'Adrien, de Dylan, elle a juste écouté. « Tu as fait ce que tu devais faire » a-t-elle dit doucement. « Cela demande de la force. Nous avons pris notre temps, mais en 6 mois, nous étions inséparables. » Nadia m'a ancré d'une manière dont je ne savais pas avoir besoin. Elle m'a rappelé que tout le monde n'était pas comme Adrien. Que la confiance était encore possible. Pendant ce temps, la pharmacie prospérait. Le bouche-à-oreille s'est répandu rapidement dans le sud d'Austin au sujet du gars qui prenait vraiment le temps d'expliquer les médicaments et ne vous pressait pas vers la sortie. J'ai embauché un autre technicien, puis un 2e pharmacien. En 1 an, j'envisageais d'ouvrir un 2e emplacement. La vie était belle. Mieux que belle. J'avais construit quelque chose de réel à partir de rien. Et j'avais trouvé quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais vraiment. Mais au fond de moi, je pensais toujours à Dylan. Je me demandais comment il allait. J'espérais qu'il se souvenait de moi. Et j'espérais qu'un jour, quand il serait prêt, il retrouverait son chemin vers moi. 2 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté Portland. 2 ans depuis que j'avais tourné le dos à Adrien et à la vie que nous avions construite. Pendant ce temps, j'étais devenu une personne différente, plus forte, plus concentrée. La pharmacie se portait bien.
2 emplacements maintenant, avec un 3e en projet. Nadia et moi nous étions mariés lors d'une petite cérémonie surplombant le lac Trévis. La vie semblait stable d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. J'étais dans mon bureau à domicile un samedi matin, en train d'examiner les rapports d'inventaire, quand la sonnette a retenti. Nadia avait emmené sa fille à l'entraînement de football, donc la maison était calme. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte et je me suis figé. Adrien se tenait sur mon porche. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle avait des cernes sous les yeux. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. « Chase » a-t-elle finalement dit, la voix tremblante. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, ma main toujours sur la poignée de porte, fixant la femme avec qui j'avais passé 7 ans et que j'essayais d'oublier depuis 2 ans. « Puis-je entrer » a-t-elle demandé. Je me suis écarté sans un mot. Elle est passée devant moi dans le salon, ses yeux balayant l'espace. Les meubles modernes, les photos de Nadia et moi sur la cheminée, la vie que j'avais construite sans elle. « Bel endroit » a-t-elle dit doucement. « Que veux-tu, Adrien ?» Ma voix était plate, sans émotion. Elle s'est tournée pour me faire face, se tordant les mains. « J'avais besoin de te voir, de te parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chase, s'il te plaît. Comment m'as-tu trouvé ?» Elle a hésité. Ce n'était pas facile. J'ai engagé quelqu'un, un détective privé. Ça a pris des mois, mais... Tu as engagé quelqu'un pour me traquer. J'ai senti une lueur de colère, mais je l'ai maîtrisée. J'avais besoin de te trouver, a-t-elle dit, la voix montant. Tu as juste disparu. Tu es parti sans un mot. As-tu la moindre idée de ce que ça m'a fait? À Dylan. Non, ai-je dit sèchement. N'ose pas mêler Dylan à ça. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il demande de tes nouvelles tout le temps. Tu lui manques. Je me suis détourné, la mâchoire serrée. Tu devrais partir. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je me suis retourné lentement, la fixant. Et j'avais déjà ton enfant, a-t-elle ajouté rapidement. Dylan. Tu l'as élevé. Tu étais son père. Et maintenant je suis enceinte. Et je pensais que tu devrais le savoir. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti l'épaisse enveloppe en papier craft que Karen m'avait donnée il y a 2 ans. Je l'avais gardée, non par rancune, mais comme un rappel. Un rappel de qui était vraiment Adrien. Je la lui ai tendue. Ouvre-la. Elle avait l'air confuse, mais a pris l'enveloppe. Quand elle l'a ouverte et a vu les photos, son visage est devenu livide. Photo après photo d'elle avec différents hommes, dans des hôtels, des bars, des restaurants, tout horodaté, tout documenté. Je sais tout, Adrien, ai-je dit froidement. Chaque mensonge, chaque homme, chaque chambre d'hôtel. Alors ne te tiens pas dans ma maison en essayant de me manipuler avec une grossesse qui n'est certainement pas la mienne. Elle a laissé tomber l'enveloppe. Les photos se sont éparpillées sur le sol. Chase. Sors. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Je n'ai nulle part où aller. L'hôtel m'a viré. J'ai perdu la maison. Ce n'est pas mon problème. Elle est tombée à genoux, agrippant mon bras. S'il te plaît, je suis désolé. J'ai fait des erreurs, mais je suis enceinte, Chase. Je ne peux pas faire ça seule. J'ai dégagé mon bras et j'ai reculé. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, la panique inondant sa voix. J'appelle la police. Tu es en violation de propriété. Non, Chase, s'il te plaît. L'opérateur a répondu. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler une intrusion dans ma résidence, ai-je dit calmement, mes yeux ne quittant jamais Adrien. La police est arrivée en 10 minutes. 2 agents, une femme d'une trentaine d'années et un jeune homme qui semblait tout juste sorti de l'académie. Ils sont entrés dans mon salon où Adrienne était toujours à genoux, sanglotant de manière incontrôlable, le mascara coulant sur son visage. « Monsieur, quelle est la situation ici ?» a demandé l'agente, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture. Cette femme s'est présentée chez moi sans y être invitée, ai-je dit calmement.
Je lui ai demandé de partir. Elle a refusé. Elle est en violation de propriété. Adrienne a levé les yeux, ses yeux fous de désespoir. Agent, s'il vous plaît. Je suis enceinte. Il est le père. J'ai juste besoin d'aide. L'agente m'a regardé. Est-ce vrai, monsieur? Non, ai-je dit catégoriquement. Nous sommes divorcés depuis 2 ans. J'ai des documents prouvant qu'elle a été infidèle pendant notre mariage. Quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve maintenant, cela n'a rien à voir avec moi. Adrienne s'est relevée en titubant, s'agrippant au bras de l'agent. Il ment. Nous étions mariés. Il a élevé mon fils. Il me doit quelque chose. Madame, je vais vous demander de vous calmer, a dit l'agente fermement, dégageant son bras. Elle m'a regardé. Voulez-vous porter plainte? J'ai hésité un instant, regardant Adrien. Elle avait l'air brisée, désespérée, comme quelqu'un qui avait tout perdu. Une partie de moi, une toute petite partie, ressentait de la pitié. Mais ensuite je me suis souvenu des photos, des mensonges, de la façon dont elle avait détruit notre mariage sans une seconde pensée. Non, ai-je dit. Je veux juste qu'elle parte et ne revienne jamais. L'agente a hoché la tête. Madame, vous devez venir avec nous. Non, s'il vous plaît. La voix d'Adrienne s'est brisée en un cri. Chase, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. J'ai tout perdu. L'hôtel m'a viré. Je ne peux pas payer mon loyer. Je suis enceinte et seule. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, ma voix ferme. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Les agents l'ont escortée dehors, ses cris résonnant dans l'allée alors qu'il la faisait monter dans la voiture de patrouille. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte jusqu'à ce que la voiture disparaisse au bout de la rue, les lumières rouges et bleues s'estompant au loin. J'ai fermé la porte et je suis resté là un moment, laissant le silence s'installer. Puis j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Nadia. Elle est entrée, a jeté un coup d'œil à mon visage et est immédiatement venue vers moi. Que s'est-il passé? Adrien s'est présenté, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Comment t'a-t-elle trouvé? Elle a engagé un détective privé. Elle prétend être enceinte. A essayé de me culpabiliser à propos de Dylan. A demandé de l'argent. J'ai appelé la police. Nadia m'a enlacé. Est-ce que ça va? Oui, ai-je dit. Ça va. Et c'était vrai. Pour la première fois en 2 ans, je me sentais complètement libre. Le passé était venu frapper à ma porte et je l'avais fermé pour de bon. Mais il restait un dernier point à régler. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat de Portland. Adrienne avait tenté de déposer une action en recherche de paternité, affirmant que l'enfant qu'elle portait était le mien. Je n'étais pas inquiet. Suzanne Patel était toujours mon avocate, et elle a géré l'affaire rapidement. Elle exige un test de paternité, m'a dit Suzanne au téléphone. Très bien, ai-je dit. Faisons-le. 2 semaines plus tard, j'ai pris l'avion pour Portland pour le test ordonné par le tribunal. J'ai retrouvé Suzanne au palais de justice, un bâtiment gris et imposant du centre-ville qui sentait le vieux papier et le café rassis. Adrienne était déjà là avec son avocat, un type à l'air nerveux dans un costume mal ajusté. Elle avait l'air pire qu'Austin, plus mince, plus hagarde. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Le test a été rapide, un simple prélèvement buccal. Les résultats prendraient quelques jours. Je n'ai pas attendu. J'ai repris l'avion pour Austin le même après-midi. 1 semaine plus tard, Suzanne a appelé. Les résultats sont là. Vous n'êtes pas le père. Je le savais déjà, mais l'entendre confirmer était quand même comme un poids qui se levait de mes épaules. Et maintenant? L'affaire est classée. Elle n'a aucun motif pour vous poursuivre pour quoi que ce soit. C'est fini, Chase. Bien. Merci, Suzanne. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de ma pharmacie. Les clients parcouraient les allées. Mon personnel aidait les gens. Nadia me rejoignait pour le déjeuner dans 1 heure. La vie était belle. Adrienne appartenait au passé, et c'est exactement laquelle devait rester. 6 ans ont passé. Des années à construire ma vie, à développer la chaîne de pharmacie et à être heureux avec Nadia.
Nous nous étions installés dans un rythme confortable. Randonnée le dimanche matin, rendez-vous galant le vendredi soir, soirée tranquille à la maison. C'était le genre de vie que j'avais toujours voulu, mais que je n'aurais jamais pensé avoir. Puis, un mardi après-midi à la fin du printemps, j'ai reçu une lettre. Elle m'était adressée à la pharmacie, transférée de mon ancienne adresse à Portland. L'adresse de l'expéditeur était de l'Oregon, mais je ne reconnaissais pas le nom. Je l'ai ouverte dans mon bureau pendant une pause. L'écriture était soignée mais tremblante, comme si quelqu'un était nerveux en écrivant. Cher Chase. Je m'appelle Dylan Reeves. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais tu as été marié à ma mère pendant 7 ans. Tu as été la chose la plus proche d'un père que j'ai jamais eue. Ma main a commencé à trembler. J'ai 18 ans maintenant. Je termine le lycée dans quelques semaines, et j'irai à l'université à l'automne. Il y a quelques mois, j'ai découvert un fonds en fiducie que tu avais créé pour moi. Ma mère ne m'en avait jamais parlé. Quand je lui ai posé la question, elle ne voulait pas du tout parler de toi, mais j'avais besoin de connaître la vérité. Alors, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé la lettre que tu m'as laissée, celle qui disait de l'ouvrir quand j'aurais 18 ans. Maman l'avait cachée, mais je l'ai trouvée quand nous avons déménagé l'année dernière. Je l'ai lue. Je l'ai lue une centaine de fois. Et je veux juste te dire merci. Merci d'avoir été là quand mon vrai père ne l'était pas. Merci de m'avoir appris à lancer une balle de baseball, de m'avoir aidé avec mes devoirs et d'être venu à mes matchs. Merci de ne pas m'avoir oublié. Je sais pourquoi tu es parti. Je ne suis plus un enfant. Je comprends maintenant. Je ne t'en veux pas. Je t'écris parce que je voulais que tu saches que j'ai bien tourné. Je commence à l'université d'État de Portland à l'automne, en génie. Le fonds en fiducie va payer la majeure partie, ce qui est incroyable. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rembourser pour ça. Mais plus que l'argent, je voulais juste te dire que tu as été un bon père pour moi, le meilleur que j'ai jamais eu. Et si tu es d'accord, j'aimerais rester en contact. Peut-être même te rendre visite un jour. J'espère que tu es heureux où que tu sois. Ton fils, Dylan. Je suis resté assis là pendant un long moment, fixant la lettre, les larmes coulant sur mon visage. Quand Nadia est passée à la pharmacie plus tard cet après-midi-là, elle m'a trouvé encore assis là, la lettre serrée dans ma main. Chase, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tendu la lettre. Elle l'a lue en silence, puis m'a regardé avec des larmes dans ses propres yeux. Vas-tu lui répondre, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Oui, je vais le faire. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit à Dylan la plus longue lettre que j'ai jamais écrite. Je lui ai dit à quel point j'étais fier de lui. Je lui ai dit qu'il pouvait venir me voir n'importe quand, qu'il y aurait toujours une place pour lui dans ma vie. Je lui ai dit qu'il avait été la meilleure partie de mon mariage avec sa mère, et que le quitter avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. 3 semaines plus tard, Dylan a pris l'avion pour Austin. Je suis allé le chercher à l'aéroport, et quand je l'ai vu marcher vers moi, grand, confiant, ayant l'air tellement plus âgé que le garçon de 10 ans que j'avais laissé derrière moi, je n'ai pas pu m'arrêter de sourire. Chase, a-t-il dit en souriant. Dylan. Nous nous sommes étreints et c'était comme si aucun temps ne s'était écoulé. Au cours des jours suivants, nous avons rattrapé le temps perdu. Il a rencontré Nadia. Nous sommes allés à un match des Longhorns. Nous avons parlé de l'université, de son avenir, de tout. Et quand il est parti, il a promis de revenir pendant les vacances de Noël. En regardant son avion décoller, j'ai réalisé quelque chose. Je pensais que quitter Dylan était mon plus grand échec. Mais ce n'était pas le cas, car j'avais fait tout ce que je pouvais pour m'assurer qu'il ait un avenir. Et maintenant, il était de retour dans ma vie. Non pas parce que je l'avais forcé, mais parce qu'il l'avait choisi. La vie avait une drôle de façon de s'arranger. Adrienne était partie, perdue dans les conséquences de ses choix. Mais Dylan s'épanouissait, et c'était tout ce qui comptait. Je suis rentré chez moi, vers Nadia, vers la vie que j'avais construite, vers l'avenir qui était enfin vraiment le mien. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais complet.